Ce que je vais vous présenter, c'est un travail qui a eu un premier résultat préliminaire qui vient d'être publié, là, il y a quelques jours, ça vient de sortir, qui est un chapitre dans un ouvrage qui est édité par Cassia Yaxol, qui s'appelle Understanding Human Time, et qui est un travail de linguistique typologique quantitative. Alors, je le vends un petit peu plus que ça ne devrait être le cas encore pour le résultat préliminaire, parce que c'est seulement un petit échantillon, mais on en a un beaucoup plus gros qui est en cours d'étude en ce moment. Donc, c'est à la fois un premier résultat et un projet en cours que je vous présente là. C'est dans le cadre de l'opération MECTAM, qui est dans l'axe 2, mais qui s'appuie aussi sur, et ça doit être dit, des résultats qui ont été obtenus par du travail de terrain qui a été financé dans les années précédentes par l'axe 3, par l'opération GD4, qui était consacrée à la typologie du temps, de l'aspect, de la modalité et de l'évidentialité. C'est un travail qui fait intervenir un très grand nombre de personnes, visiblement, à la fin vous le verrez, donc je ne peux pas citer tout le monde, par conséquent je n'ai pas mis de liste de co-auteurs, mais elle serait gigantesque si je devais en fournir une. Voilà. Alors, je vais vous parler d'une catégorie qui est assez peu connue encore, qui est l'avertivité, pour vous faire comprendre de ce dont il s'agit. Voici une première slide dans laquelle, en fait, je vous montre que voilà, on peut avoir c'est connu dans la littérature, des tas de lectures implicatives associées à des énoncés comportant des formes modales. C'est le cas en 1, avec Max a pu partir. Ça, c'est ce qu'on appelle les actuality entailments. Vous avez un événement qui est réalisé, qui est associé à un mot modal, qui est le verbe pouvoir, avec un marquage temporel. L'idée de cette actuality entailment, en fait, telle que je vais la présenter ici, c'est qu'en fait, on a affaire à un type de ce qu'on peut appeler la postmodalité, c'est-à-dire qu'on est face à un sens particulier des modaux qui n'est plus strictement modal, qui est un peu plus que cela. Je vais vous parler plus particulièrement de choses comme ce que l'on a en 2, Max a voulu partir, ou Max n'est pas parti, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça correspond à un type de catégorie donc on appelle l'avertif depuis Kuteva 1998. Et l'idée, c'est que vous avez une opposition de polarité, évidemment, par rapport à 1, l'événement est réalisé en 1, et là, c'est la négation de l'événement qui est réalisé en 2. C'est ce que je vais donc appeler une implication d'inactualité, par opposition à actuality entailment. Donc, la postmodalité Kezako, si on revient à la bonne carte de la sémantique de la modalité chez Van der Waele et Plungian, on voit que il y a quelque chose qui est à droite, qui est en bleu grisé. L'écran est pas... Ah, pardon, je n'ai pas mis l'écran en grand. Autant pour moi. Hop, diaporama. À partir de la diapositive actuelle, ce sera quand même considérablement mieux. Voilà. Donc, ce que vous avez à droite, c'est la zone de la postmodalité, et ce que moi, je vais appeler la démodalité pour les catégories qui m'intéressent plus particulièrement. On va comprendre pourquoi. En fait, on est face à des choses qui découlent de la modalité, mais qui conservent un pied dans la modalité. C'est le point que je vais faire, c'est qu'on n'est pas vraiment dans l'extérieur par rapport à cette carte de la modalité, contrairement à ce que la représentation en 2 dimensions suggère. On n'est pas dans l'extérieur. Donc, c'est un nouveau domaine notionnel, avec à la fois des formes démodales qui sont orientées positivement, c'est les actuality entailments par exemple, et puis des formes démodales qui sont orientées négativement, les inactuality entailments. Et parmi ces formes démodales orientées négativement, je vais vous parler exclusivement des avertifs, enfin principalement des avertifs dans ce qui suit, que je considère comme exprimant des inactuality entailments. Voilà. Alors, le plan, je vais vous parler donc du cluster irréalis avertif, c'est-à-dire qu'en fait on a un certain nombre de formes dans les langues d'Australie qui sont caractéristiquement associées à des interprétations avertives, mais pas seulement, qui sont essentiellement des formes d'irréalis, en fait, au sens tout à fait typologique et général du terme. Et puis je vous parlerai ensuite d'une cette approche quantitative typologique, qui est basée, c'est un projet de grammar mining, en fait, les premiers résultats et puis les perspectives. Pour ceux qui ne connaissent pas les langues australiennes, vous avez en gros une division en deux grandes zones qui sont les langues Pama-Nyungan en jaune et puis les langues non Pama-Nyungan, c'est tout le reste, au nord principalement du continent par conséquent. Et il y a considérablement plus de langues non Pama-Nyungan qui sont actuellement parlées que de langues Pama-Nyungan. Le cluster irréalis passé avertif, alors là vous avez une liste de 10 interprétations possibles, typiquement dans la zone australienne pour vos irréalis passés, quelle que soit la forme d'irréalis passé que vous allez rencontrer dans les langues, elles ont généralement un sous-ensemble des 10 lectures qui sont ici listées. On va s'intéresser plus particulièrement aux 6 dernières, de 5 à 10, où vous avez des pensées erronées, des capacités ou des possibilités qui ont été réalisées ou pas, et puis des passés volitionnels, les fameuses inactuality entailments, c'est-à-dire les avertifs, les vrais avertifs sémantiques, ceux-là, et puis des événements négatifs passés.
Une illustration, le Gorgoni, l'irréalis 1, ce qui est un irréalis, c'est une flexion d'irréalis passé, a une lecture en 3 qui est une lecture proximative, prospective passée, hein. I was going to shoot it. En 4, vous avez un énoncé de type événement négatif passé, they didn't come. En 5, vous avez un énoncé contrefactuel, you might have brought some meat for me. Et puis en 6, un capacitatif passé, your grandma could have come back, qui est aussi un contrefactuel par la même occasion. Voilà, ça vous illustre un tout petit peu la diversité des interprétations qu'on peut trouver pour n'importe laquelle de ces flexions irréalistes passées dans les langues australiennes, particulièrement, il faut le dire, dans les langues non pas Manyungan, celles qui sont parlées dans le nord du continent. Donc les questions de recherche, c'est comment est-ce que ces différentes lectures sont apparentées, comment est-ce qu'on arrive à une situation qui est celle qu'on observe dans l'ère linguistique ou le phylum linguistique australien, qui est qu'on a tous ces irréalistes passés qui ont tous ces différents sens. Pour y répondre, eh bien, on a fait un travail à l'origine qui était un travail de terrain, un travail qualitatif, et puis à cause du Covid, le terrain était devenu inaccessible, c'est là qu'on s'est tourné vers la typologie quantitative, on s'est mis à faire du grammar mining. Avec un échantillon, alors ça c'est l'échantillon qui est visé, c'est pas l'échantillon qu'on a pour les résultats préliminaires, hein, c'est un échantillon d'environ 70 langues, dans 26 familles de langues australiennes, ça couvre la quasi-totalité du continent, comme vous le voyez sur la petite carte qui est ici. Voilà, avec les principales familles de langues qui sont représentées dans l'échantillon. Donc, encore une fois, c'est un projet collaboratif qui est en cours, et là je vais vous présenter les premiers résultats préliminaires. Sous la forme de patterns de formes qui sont récurrents, et puis aussi sous la forme de patterns interprétatifs qui sont récurrents, notamment à la fois sémantiques, mais aussi à l'interface pragmatique-sémantique. Il y a un fait qui est massif dans les langues du nord de l'Australie, c'est que vous avez en fait les événements négatifs passés qui sont exprimés donc par la combinaison de la négation avec, généralement la négation de proposition, avec votre irréalisme passé. Vous avez un exemple en Nakara, en 8 et en 9. Mais il y a un autre fait qui est encore plus intéressant et qui est extrêmement troublant, qui est que le fait que vous avez l'ambiguïté qui est signalée en 10. Un énoncé comme Maldat Tenamuta Pangon, ça veut dire à la fois tu lui as pas donné la fille et tu n'aurais pas dû lui donner la fille. Ce qui est évidemment mutuellement contradictoire. Entre parenthèses, ça a donné lieu à des situations extrêmement difficiles dans des cas de forensic linguistics. Vous avez des gens qui étaient accusés de quelque chose, qui répondaient « mais je lui ai pas donné la fille » et qui a été traduit par « j'aurais pas dû lui donner la fille ». Voilà. Donc comment on peut arriver à une forme qui va se trouver à avoir ces deux interprétations qui sont a priori mutuellement exclusives? Ça, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Donc l'idée générale, c'est qu'en gros, l'interprétation A, elle est non compositionnelle, elle est liée à la conventionnalisation d'une implicature, alors que l'implication B, c'est vraiment la négation plus votre modal passé. Alors, sémantique ou pragmatique? Dans le sample, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait vraiment une double généralisation qu'on pouvait faire. C'est qu'en gros, on trouvait soit des formes synthétiques, irréalistes passées, soit des formes qui étaient périphrastiques, c'est-à-dire qui associaient typiquement une soi-disant particule, alors, ou un adverbe, selon les grammaires, mais qui s'avère être en fait, en réalité, quelque chose qui est conventionnalisé et qui constitue un irréaliste passé spécialisé, parfois, ou pas, ou général, mais qui a donc des interprétations sémantiquement avertives, contrairement à l'interprétation des irréalistes passés synthétiques qui est souvent pragmatiquement avertive. C'est-à-dire qu'on peut défaire les interprétations avertives avec les irréalistes passés synthétiques, alors qu'avec les irréalistes passés périphrastiques, on ne peut pas les défaire. Classique opposition entre une forme non marquée et une forme emphatique / marquée. Il y en a une qui est de l'ordre de la pragmatique ou de l'interface sémantique pragmatique, et l'autre qui est vraiment de l'ordre de la sémantique. Une illustration en Iwaicha, on a des formes périphrastiques et une forme synthétique qui peuvent toutes les deux exprimer l'avertif tel que je l'ai défini plus tôt, hein, c'est-à-dire un événement auquel on a échappé, qui a failli se produire, mais qui ne s'est pas réalisé. Par exemple, en 16, Madhyonga Midyana, ça veut dire j'ai failli rire, j'allais rire, mais j'ai pas ri. Et puis, Wolgang Awongon Bawalja Rodban, j'ai essayé de lui donner la nourriture, mais il l'a laissé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 16, c'est une implicature. C'est pas une implicature, et en 17 non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défaire ces choses-là contextuellement. Au contraire, si on a la forme synthétique, simplement l'irréalisme passé en fait, de l'Iwaicha, hein, comme par exemple en Naniwini Wong,
ça veut dire littéralement il a failli le frapper et il l'a frappé, eh ben, les locuteurs disent ah oui, on peut dire ça. Sauf que si on les presse davantage et qu'on leur demande de le produire, ils sont un petit peu gênés aux entournures. Contraste avec une autre langue de l'exemple du sample, qui est le Jamenjung, pour lequel on a pu obtenir là des énoncés qui contredisent, qui vont défaire l'implicature d'avertivité qu'on voit associée avec un irréalisme synthétique. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre l'Iwaija et le Jamenjung en termes de leur position sur l'interface sémantique pragmatique. L'Iwaija est plus proche de la sémantisation d'un sens avertif que ne l'est le Jamenjung. Ça suggère que vous avez en fait un continuum de grammaticalisation, grammaticalization Klein, le long de l'interface sémantique pragmatique. Les résultats généraux maintenant sur le sample, sur la première étude préliminaire, le petit sample de 17 langues, hein, pas 70. On a trouvé en fait 4 sources lexicales, 4 lexicogrammaticales, 4 chemins de développement en fait pour ces avertifs. Alors le premier ensemble qui est le plus grand, hein, on trouve énormément, en gros la moitié des langues du sample qui sont celles des langues de la zone non Pama-Nyungan, plus quelques langues Pama-Nyungan, elles dérivent d'irréalismes passés qui ont un sens volitionnel proximatif. Par exemple en 19, c'est très clair, I wanted to bake bread all night. C'est un exemple en Jamenjung. Ces lectures volitionnelles proximatives des irréalismes passés, on les trouve à peu près partout dans les langues non Pama-Nyungan. L'autre source qu'on trouve pour les avertifs, probable, on va le voir, c'est ceux qui sont liés lexicalement à des similatifs ou des proximatifs, notamment des mots comme like ou seemed like, plus une flexion irréaliste. Alors ça, c'est par exemple le Bingunwok, le Gunbarlang, le Gayadil. Vous avez un exemple en 20 où on voit effectivement une particule qui est yimalnek, qui est dérivée de yiman, qui veut dire like. Ces marqueurs-là ont tendance à avoir beaucoup de lectures de type mistaken thoughts, plus des lectures reportatives avertives, où on a quelqu'un a dit que, mais c'est faux, comme interprétation, comme en 21 par exemple. They said I was going to miss, but I didn't. On a aussi une autre source qui sont les sources reportatives évidentielles elles-mêmes, c'est-à-dire en fait, généralement c'est negative theme, quelque chose comme ça. Et là, on a aussi beaucoup de lectures de type mistaken thoughts, comme en 22. I thought I was going to spare the kangaroo, but I didn't. Et là, le composant de pensée, de modalité doxastique est souvent très fort. Le dernier chemin de développement, c'est les avertifs qui dérivent depuis les mots qui ont un sens de capacité négative, qu'on trouve principalement dans les langues de la partie occidentale désertique de l'Australie, notamment dans les langues désertes du Western Desert, mais aussi dans quelques langues Pilbara, des langues arandiques, en langue Pinyapa aussi. Par exemple, en Nyangutiatjara, en 23, I couldn't see, I couldn't find it. Ou polo est le mot qui veut dire ne pas être capable de. Alors, compte tenu des sources qu'on a identifiées, notamment celles qui sont proximatives et volitionnelles, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Et par exemple, au vu du contraste entre deux langues comme le Jamenjung et l'Iwaija, il est clair qu'on a un problème de passage d'un sens qui est pragmatique à un sens qui se sémanticise. Et donc, il se sémanticise quand on a une particule qui s'ajoute à une forme qui est elle-même plus ou moins pragmatique. Et l'idée, c'est qu'on aurait probablement un changement avec 2 étapes depuis un point initial qui serait que ce serait une implicature conversationnelle. I was going to the peut implicater I did not the. Et ça, ensuite, ça devient soit une implicature lexicale, soit un entailment. Et enfin, ça deviendrait, c'est l'idée, une implicature conventionnelle au sens de Potts 2007, où là, vous avez, c'est le sens du petit diamant que vous avez mis entre les deux représentations un peu là, comme je te pousse de la sémantique de cette chose. Mais intuitivement, l'idée, c'est que vous avez en fait un double contenu propositionnel en fait avec ces catégories. C'est-à-dire que ça veut dire à la fois I was going to, but I didn't. Et donc là, effectivement, on est dans une forme qui est multidimensionnelle, qui a un sens multidimensionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'échantillon, même dans les premiers résultats, que toutes les langues ne sont pas au même point de ce Klein d'évolution. C'est-à-dire qu'on a des langues comme l'Iwaija qui sont plutôt vers 2 ou 3 selon les formes. Wolkine est clairement du côté 2, pardon, pas 3. Et puis pour le Jamenjung, on est du côté de 0 ou 1. Alors, pour en revenir aux événements négatifs passés, au problème qu'on a signalé plus tôt, à savoir que vous avez une énoncé comme 10 qui est ambigu entre une chose et son contraire, comment on en arrive à cette situation ?
Mais en fait, probablement aussi par un phénomène de grammaticalisation d'une implicature, mais à partir d'une base modale où vous avez cette fois-ci non pas l'implicature d'échec qui va être retenue, mais à cause de la présence d'une négation. Vous voyez ici, neg ve here, x would not ve. En anglais, l'implicature, ça va être x did not ve. Et donc vous vous retrouvez avec quelque chose qui en fait, mutatis mutandis, correspond aussi à une implicature négative. X refused to ve. Voilà l'évolution en 4 étapes pour comment dirais-je, la négation plus l'événement passé. Implicature conversationnelle d'abord, ensuite on a une implicature lexicale, l'implicature conventionnelle. Jusque-là, ça ressemble beaucoup au chemin d'évolution qu'on a vu précédemment, mais sans la négation pour l'avertif. Et puis, surtout, et c'est l'étape 3 et 4 qui sont importantes, en 3, on aurait une promotion du sens négatif au statut de sens at issue. C'est-à-dire que ce qui était autrefois une dimension de sens secondaire devient une dimension de sens première. Et puis, on aura probablement un switch context à la Heine, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser du sens secondaire pour ne garder que le sens principal. Le sens ancien, qui est devenu secondaire, disparaît au profit d'une simple négation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme argument pour aller à côté de ça? Tout simplement le fait qu'il y a des langues dans lesquelles on a encore clairement des choses comme 2 ou 3, où on a le sens modal qui reste de façon résiduelle. Une formalisation est possible, j'en parlerai pas. La conclusion, voilà, l'analyse de dimensionnel est certainement la mieux placée pour rendre compte de ces phénomènes qui sont à l'interface entre la modalité et l'extérieur de la modalité, l'événement négatif passé. Donc c'est trop petit cet sample pour pouvoir vraiment faire des analyses quantitatives, mais c'est en cours par le projet Austrils, qui est un projet d'atlas des langues australiennes, Grammar Mining, avec la production, il y a un petit lien ici vers la page du site, la page du projet si ça vous intéresse, avec la production d'annotations sémantiques, d'exemples tirés de grammaire, comme ici sur la slide que vous avez. Merci.